Alors, on aborde la première partie des sports d'aventure dans les sociétés contemporaines, qui comprend les définitions, deuxièmement, la recherche de quelques facteurs psychologiques, et troisièmement, l'étude des ressorts culturels et sociaux avec l'expansion des nations européennes dans la colonisation. A comme aventure, les sports d'aventure dans les sociétés contemporaines, recherche de quelques facteurs psychologiques. Il faut de très puissantes forces symboliques au mythe immémorial de l'aventure pour qu'un sujet moderne, s'arrachant aujourd'hui encore d'un milieu familial et familier et d'un mode de vie urbain réputé confortable, consente à partir, à l'instar de l'Odyssée d'Homère, vers des grands espaces lointains pour y réaliser quelque exploit dangereux, jusqu'à y risquer sa vie. Ainsi, dans le registre de cette même épopée océanique, Alain Colas, en 1978, et Arnaud de Roné, en 1984, sont-ils morts en service commandé de l'aventure sportive. Il en fut de même dans le domaine tragique de l'aventure himalayenne. Un recours pluridisciplinaire aux sciences humaines et sociales ne suffirait guère pour en révéler tous les enjeux et pour en comprendre tous les ressorts. Car il existe aussi des fugueurs dès l'enfance qui devinrent de très célèbres aventuriers à l'âge adulte. Je cite là Elisabeth Beau dans une thèse soutenue à l'Université de Nanterre en 2004. Il y a donc bien à ce phénomène étrange et complexe des motifs psychologiques et des mobiles familiaux inconscients, autant que des raisons géographiques, sociales et culturelles, qu'il nous faut bien distinguer. Retenons qu'il est question d'abord de fuite dans les grands espaces libres, révélant la problématique d'un éloignement familial possible dès l'adolescence, celle de l'affrontement à des risques et à des dangers, toujours couronné ici ou là par quelque action d'éclat. En 1991, la revue Société, revue des sciences humaines et sociales, a cru bon de consacrer un numéro spécial, le numéro 34, sur l'aventure pour tenter de saisir les formes qu'elle prend et ses divers avènements historiques et de l'éclairer théoriquement. Y figure ma propre contribution, titrée « Sur quelques fonctions sociales de l'aventure, initiation, conjuration et ordalie juvénile » pour tenter de mettre l'accent sur ces enjeux d'édification, sinon d'éducation de la jeunesse dans les sociétés européennes statistiquement vieillissantes. On a connu une récente sportivisation de l'aventure en France autour des années 80-85, au moment fort de la crise économique des deux chocs pétroliers de 74 et 82, où l'idéologie de l'autogestion se heurte subitement au tournant de la rigueur dans le combat militant. C'est aussi le temps où Steven Spielberg sort son premier Indiana Jones en 1981. Il n'en fallut pas plus d'une décennie pour que les magasins parisiens du vieux campeur ne soient en rupture de stock de chapeaux de brossard. De plus, avec l'apparition en Europe des nouveaux sports californiens, surf, planche à voile, delta, de VTT, etc., le système des sports va se présenter bientôt sous une toute nouvelle configuration, retenant l'agoraphilie et les activités véhiculées. Les exploits de Nicolas Hulot, astucieusement mis en scène dans l'émission Ushuaïa, témoignent assez de cet impact télévisuel de l'aventure des Français aux antipodes. Ainsi, selon une opération tactique bien connue, consistant à modifier les règles traditionnelles des jeux sportifs compétitifs que les Britanniques ont imposées dans ce champ d'action très urbanisé pendant plus d'un siècle, les Français y ont inventé de nouvelles formes d'excellence sportive, investissant précisément les grands espaces libres. Ainsi,
en combinant astucieusement le culte de la performance et le goût du risque, ouverts sur les décors les plus attractifs du grand large, ils ont inventé et promu ces produits d'hybridation inédits dans lesquels, pour l'instant, ils excellent encore. On leur doit notamment l'invention du Vendée Globe Challenge dans le registre de l'épopée océanique en 89, avec ses tours du monde hyper risqués de skippers en solitaire renouant avec les exploits nautiques d'Alain Gerbaud des années 30. Et le lancement du Paris-Dakar, grand raid motorisé du désert africain, en 1978, comme réédition sportivisée des croisières automobiles transcontinentales françaises de l'entre-deux-guerres coloniales. En tout cas, si l'on en croit les grands médias nationaux relatant ces exploits inouïs des Français, qui sont par nature incomparables, ils sont engagés dans de nouvelles types d'activités. Nos représentants sont sacrés de rechef, champions du monde de l'aventure. Je cite la revue Les Nouveaux Aventuriers 89. Jamais, disait-il, de mémoire de marin on avait conçu de course océanique aussi folle, de tour complet de la planète à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance, le dernier grand défi de ce siècle. Or, il nous faut relever que doté de ces trois façades maritimes, au climat contrasté, de ces deux beaux massifs alpins, de son plus beau massif forestier d'Europe, enfin de son bassin fluvial et torrentiel le plus envié, la France présente en elle-même un véritable pays de cocagne pour servir de cadre géographique et paysager le plus favorable à ses escapades, espace capable de provoquer l'enfance de l'aventure chez les plus jeunes, résidents autochtones de ces espaces, puis susciter le goût d'ailleurs des citadins pour ces sports dits de pleine nature ou sports extrêmes selon leur niveau d'engagement risqué, sur le modèle fondateur de l'alpinisme original de la bourgeoisie cultivée. Je cite Olivier Ouabian en 2000. Mais ce sont aussi des espaces d'éloignement familiaux qui peuvent inspirer déjà aux adolescences de profonds sentiments de liberté et trouver dans ces nouveaux espaces riches de découvertes de toutes nouvelles sensations. Et pour peu que les jeunes, particulièrement les garçons, aient connu dans l'enfance une composition familiale dissymétrique par l'existence d'une figure symboliquement très affaiblie ou même absente du père, assortie d'un attachement à une figure maternelle dont il est difficile de se séparer tant elle est vécue comme captative, ce qui peut surdéterminer les comportements de fugue à ces moments cruciaux que sont l'adolescence. Ce furent de telles structures familiales que rencontre par exemple le jeune Thomas Edward Lawrence, qui deviendra plus tard Laurence d'Arabie, ou par Arthur Rimbaud qui, rompant les amarres avec son œuvre poétique, ira se perdre dans la Corne d'Afrique jusqu'à Aden, ou enfin par Jean Mermoz lui-même qui va, vivement encouragé par sa mère, se lancer à corps perdu dans l'aventure de l'aéropostale. Et c'est le mérite de la psychologue spécialiste de l'enfance en danger d'avoir pu relever qu'à la préadolescence peut se produire une certaine tendance à la fuite de ces jeunes, fuguant dans l'espace urbain soudain élargi et déjà dangereux, mis en mouvement révélant ce besoin d'éloignement, esquivant ainsi une trop grande proximité maternelle vécue comme dangereuse, associée à une quête de quelques figures plus fortes et mieux étayées de pères symboliques voire imaginaires. De plus, ces ruptures et ce goût des ailleurs, poussés jusqu'aux immensités continentales, océaniques, aériennes, etc., fait l'objet de puissants encouragements de la part de ces mères-là, car leur désir se manifeste dans l'existence d'un destin hors pair, rien moins pour les fils, suggérant le lien très étroit, indéfectible, entre le fils merveilleux, qui représente et cautionne une mère aussi merveilleuse, rapport dont le père est exclu, ce qui peut faire d'Alexandre le Grand un personnage clé dans le registre de l'aventure conquérante pour répondre jusqu'au bout à l'exigence de la réalisation d'un destin hors pair. Et l'on ne s'étonnera pas d'y rencontrer aussi parfois
quelques hommes qui voulurent être rois, je cite Rudyard Kipling, lorsque la poussée aventureuse s'accorde avec l'essor dominateur des conquêtes coloniales. En somme, dans son acception la plus générale, l'aventure désigne la série des événements qui adviennent à un personnage, voyageur solitaire de préférence, s'arrachant d'un monde familier et s'engageant au loin dans un monde hostile où il est aussitôt confronté à des obstacles et à des épreuves, à des risques et à des périls, comprenant toujours la découverte d'inconnus, la rencontre du hasard, l'affrontement à des dangers qui mettent à l'épreuve son autonomie, ses capacités d'adaptation, de résistance, sinon capacité de survie, et aussi qui requiert plus récemment son ingéniosité technique et machinale, lorsqu'il est soudain placé face à son destin. Ce sont en tout cas autant de qualités auxquelles les sociétés accordent depuis bien longtemps une valeur humaine exemplaire, s'assurant ainsi une fonction d'édification de la jeunesse, toujours en quête d'indépendance et d'autonomie à l'adolescence, d'où la production de poèmes homériques à leur gloire, l'écriture de livres, récits, romans, où Artaud se taille la part du lion, plus ou moins héroïsés et illustrés, qui suivent nécessairement le retour au pays de l'intéressé. Et Jean-Louis Étienne, explorant dans son dernier livre son pôle intérieur, dit vouloir mener sa vie comme une aventure. Houellebecq en 1999. C'est la raison pour laquelle cette problématique aventureuse est très riche et aussi sociologiquement pertinente. Une équipe de chercheurs s'y est collectivement attachée en l'an 2000, lorsque les sociétés européennes se sont mises entre 1890 et 1940 à l'école de l'aventure, lorsque s'affirme l'idéologie de la conquête du monde, ce qui ouvre un second chapitre de l'aventure sur les ressorts sociologiques. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.